avant l'heure où l'été d'après-midi finissait, à la tombée du jour, dans le ciel encore clair, on voyait de loin de petites taches brunes qu'on eût pu prendre dans le soir bleu pour des moucherons ou pour des oiseaux. Ainsi, quand on voit de très loin une montagne, on pourrait croire que c'est un nuage. Mais on est ému parce qu'on sait que ce nuage est immense, à l'état solide et résistant. Ainsi étais-je ému parce que la tache brune dans le ciel d'été n'était ni un moucheron, ni un oiseau, mais un aéroplane monté par des hommes qui veillaient sur Paris. Le souvenir des aéroplanes que j'avais vus avec Albertine dans notre dernière promenade, près de Versailles, n'entrait pour rien dans cette émotion, car le souvenir de cette promenade m'était devenu indifférent. À l'heure du dîner, les restaurants étaient pleins, et si, passant dans la rue, je voyais un pauvre permissionnaire échappé pour 6 jours au risque permanent de la mort et prêt à repartir pour les tranchées, arrêter un instant ses yeux devant les vitrines illuminées, je souffrais comme à l'hôtel de Balbec, quand les pêcheurs nous regardaient dîner, mais je souffrais davantage parce que je savais que la misère du soldat est plus grande que celle du pauvre, les réunissant toutes, et plus touchante encore parce qu'elle est plus résignée, plus noble, et que c'est d'un hochement de tête philosophe, sans haine, que prêt à repartir pour la guerre, il disait en voyant se bousculer les embusqués retenant leur table, « On ne dirait pas que c'est la guerre ici. » Puis, à 9h30, alors que personne n'avait encore eu le temps de finir de dîner, à cause des ordonnances de police, on éteignait brusquement toutes les lumières, et la nouvelle bousculade des embusqués, arrachant leur par-dessus aux chasseurs du restaurant, où j'avais dîné avec Saint-Loup un soir de Perm, avait lieu à 9h35, dans une mystérieuse pénombre de chambres, où l'on montre la lanterne magique, ou de salles de spectacle servant à exhiber les films d'un de ces cinémas vers lesquels allaient se précipiter dîneurs et dîneuses. Mais après cette heure-là, pour ceux qui, comme moi, le soir dont je parle, étaient restés à dîner chez eux et sortaient pour aller voir des amis, Paris était au moins dans certains quartiers encore plus noir que n'était le Combray de mon enfance. Les visites qu'on se faisait prenaient un air de visite de voisins de campagne. Ah, si Albertine avait vécu, qu'il eût été doux, les soirs où j'aurais dîné en ville, de lui donner rendez-vous dehors sous les arcades. D'abord, je n'aurais rien vu. J'aurais eu l'émotion de croire qu'elle avait manqué au rendez-vous. Quand tout à coup, j'eusse vu se détacher du mur noir une de ses chères robes grises, ses yeux souriants qui m'auraient aperçu, et nous aurions pu nous promener enlacés sans que personne nous distinguât, nous dérangeât, et rentrer ensuite à la maison. Hélas, j'étais seule, et je me faisais l'effet d'aller faire une visite de voisins à la campagne, de ces visites comme Swann venait nous en faire après le dîner, sans rencontrer plus de passants dans l'obscurité de Tansonville, par ce petit chemin de halage jusqu'à la rue du Saint-Esprit, que je n'en rencontrais maintenant dans les rues devenues de sinueux chemins rustiques de la rue Clotilde à la rue Bonaparte. D'ailleurs, comme ces fragments de paysage, que le temps qu'il fait modifie, n'étaient plus contrariés par un cadre devenu nuisible. Les soirs où le vent chassait un grain glacial, je me croyais bien plus au bord de la mer furieuse, dont j'avais jadis tant rêvé, que je ne m'y étais senti à Balbec. Et même d'autres éléments de nature qui n'existaient pas jusque-là à Paris faisaient croire qu'on venait, descendant du train, d'arriver pour les vacances en pleine campagne. Par exemple, le contraste de lumière et d'ombre qu'on avait à côté de soi par terre les soirs de clair de lune. Celui-ci donnait de ces effets que les villes ne connaissent pas, même en plein hiver. Ses rayons s'étalaient sur la neige qu'aucun travailleur ne déblayait plus, boulevard Haussmann, comme ils eussent fait sur un glacier des Alpes. Les silhouettes des arbres se reflétaient nettes et pures sur cette neige d'or bleutée, avec la délicatesse
qu'elles ont dans certaines peintures japonaises ou dans certains fonds de Raphaël. Elles étaient allongées à terre au pied de l'arbre lui-même, comme on les voit souvent dans la nature au soleil couchant, quand celui-ci inonde et rend réfléchissantes les prairies, où des arbres s'élèvent à intervalles réguliers. Mais par un raffinement d'une délicatesse délicieuse, la prairie sur laquelle se développaient ces ombres d'arbres, légères comme des âmes, était une prairie paradisiaque, non pas verte, mais d'un blanc si éclatant, à cause du clair de lune, qui rayonnait sur la terre de jade, qu'on aurait dit que cette prairie était tissée seulement avec des pétales de poiriers en fleurs. Et sur les places, les divinités des fontaines publiques, tenant en main un jet de glace, avaient l'air de statues d'une matière double, pour l'exécution desquelles l'artiste avait voulu marier exclusivement le bronze au cristal. Par ces jours exceptionnels, toutes les maisons étaient noires. Mais au printemps, au contraire, parfois de temps à autre, bravant les règlements de la police, un hôtel particulier, ou seulement un étage d'un hôtel, ou même seulement une chambre d'un étage, n'ayant pas fermé ses volets, apparaissait, ayant l'air de se soutenir toute seule sur d'impalpables ténèbres, comme une projection purement lumineuse, comme une apparition sans consistance. Et la femme, qu'en levant les yeux bien haut, on distinguait dans cette pénombre dorée, prenait dans cette nuit où l'on était perdu et où elle-même semblait recluse, le charme mystérieux et voilé d'une vision d'Orient. Puis, on passait, et rien n'interrompait plus l'hygiénique et monotone piétinement rythmique dans l'obscurité. Je songeais que je n'avais revu depuis bien longtemps aucune des personnes dont il a été question dans cet ouvrage. En 1914, pendant les 2 mois que j'avais passés à Paris, j'avais aperçu M. de Charlus et vu Bloch et Saint-Loup, ce dernier seulement 2 fois. La seconde fois était certainement celle où il s'était le plus montré lui-même. Il avait effacé toutes les impressions peu agréables de manque de sincérité qu'il m'avait produites pendant le séjour à Tansonville que je viens de rapporter, et j'avais reconnu en lui toutes les belles qualités d'autrefois. La première fois que je l'avais vu, après la déclaration de guerre, c'est-à-dire au début de la semaine qui suivit, tandis que Bloch faisait montre des sentiments les plus chauvins, Saint-Loup n'avait pas assez d'ironie pour lui-même, qui ne reprenait pas de service, et j'avais été presque choquée de la violence de son ton. Saint-Loup revenait de Balbec. « Non, s'écria-t-il, avec force et gaieté, tous ceux qui ne se battent pas, quelque raison qu'ils donnent, c'est qu'ils n'ont pas envie d'être tués, c'est par peur. » Et avec le même geste d'affirmation plus énergique encore que celui avec lequel il avait souligné la peur des autres, il ajouta « Et moi, si je ne reprends pas de service, c'est tout bonnement par peur, na !» J'avais déjà remarqué chez différentes personnes que l'affectation des sentiments louables n'est pas la seule couverture des mauvais, mais qu'une plus nouvelle est l'exhibition de ces mauvais, de sorte qu'on n'ait pas l'air au moins de s'en cacher. De plus, chez Saint-Loup, cette tendance était fortifiée par son habitude, quand il avait commis une indiscrétion, fait une gaffe, ou qu'on aurait pu les lui reprocher, de les proclamer en disant que c'était exprès. Habitude qui, je crois bien, devait lui venir de quelque professeur à l'école de guerre, dans l'intimité de qui il avait vécu et pour qui il professait une grande admiration. Je n'eus donc aucun embarras pour interpréter cette boutade comme la ratification verbale d'un sentiment que Saint-Loup aimait mieux proclamer, puisqu'il avait dicté sa conduite et son abstention dans la guerre qui commençait. « Est-ce que tu as entendu dire, me demanda-t-il en me quittant, que ma tante Oriane divorcerait ? »
Personnellement, je n'en sais absolument rien. On dit cela de temps en temps, et je l'ai entendu annoncer si souvent que j'attendrai que ce soit fait pour le croire. J'ajoute que ce serait très compréhensible. Mon oncle est un homme charmant, non seulement dans le monde, mais pour ses amis, pour ses parents. Même d'une façon, il a beaucoup plus de cœur que ma tante qui est une sainte, mais qui le lui fait terriblement sentir. Seulement, c'est un mari terrible, qui n'a jamais cessé de tromper sa femme, de l'insulter, de la brutaliser, de la priver d'argent. Ce serait si naturel qu'elle le quitte que c'est une raison pour que ce soit vrai, mais aussi pour que cela ne le soit pas, parce que c'en est une pour qu'on en ait l'idée et qu'on le dise. Et puis du moment qu'elle l'a supporté si longtemps. Maintenant, je sais qu'il y a tant de choses qu'on annonce à tort, qu'on dément, et puis qui plus tard deviennent vraies. Cela me fit penser à lui demander s'il avait jamais été question, avant son mariage avec Gilberte, qu'il épousa mademoiselle de Guermantes. Il sursauta et m'assura que non, que ce n'était qu'un de ces bruits du monde qui naissent de temps à autre, on ne sait pourquoi, s'évanouissent d'eux-mêmes, et dont la fausseté ne rend pas ceux qui ont cru en eux plus prudents dès que naît un bruit nouveau de fiançailles, de divorce ou un bruit politique, pour y ajouter foi et le colporter. 48 heures n'étaient pas passées que certains faits que j'appris me prouvèrent que je m'étais absolument trompée dans l'interprétation des paroles de Robert. Tous ceux qui ne sont pas au front, c'est qu'ils ont peur. Saint-Loup avait dit cela pour briller dans la conversation, pour faire de l'originalité psychologique, tant qu'il n'était pas sûr que son engagement serait accepté. Mais il faisait pendant ce temps-là des pieds et des mains pour qu'il le fût, étant en cela moins original, au sens qu'il croyait qu'il fallait donner à ce mot, mais plus profondément français de Saint-André-des-Champs, plus en conformité avec tout ce qu'il y avait à ce moment-là de meilleur chez les Français de Saint-André-des-Champs. Seigneurs, bourgeois, et serfs respectueux des seigneurs ou révoltés contre les seigneurs. 2 divisions également françaises de la même famille, sous embranchement Françoise et sous embranchement Sauton, d'où 2 flèches se dirigeaient à nouveau dans une même direction qui était la frontière. Bloch avait été enchanté d'entendre l'aveu de la lâcheté d'un nationaliste, qu'il était d'ailleurs si peu, et comme Saint-Loup avait demandé si lui-même devait partir, avait pris une figure de grand prêtre pour répondre « myope ». Mais Bloch avait complètement changé d'avis sur la guerre quelques jours après, où il vint me voir affolé. Quoique myope, il aurait été reconnu bon pour le service. Je le ramenai chez lui quand nous rencontrâmes Saint-Loup, qui avait rendez-vous pour être présenté au ministère de la Guerre à un colonel avec un ancien officier, monsieur de Cambremer, me dit-il. « Ah, c'est vrai, mais c'est d'une ancienne connaissance que je te parle. Tu connais aussi bien que moi Cancan. » Je lui répondis que je le connaissais en effet, et sa femme aussi, que je ne les appréciais qu'à demi. Mais j'étais tellement habituée, depuis que je les avais vus pour la première fois, à considérer la femme comme une personne, malgré tout, remarquable, connaissant à fond Schopenhauer et ayant accès, en somme, dans un milieu intellectuel qui était fermé à son grossier époux, que je fus d'abord étonnée d'entendre Saint-Loup répondre « Sa femme est idiote, je te l'abandonne. » Mais lui est un excellent homme, qui était doué et qui est resté fort agréable. Par l'idiotie de la femme, Saint-Loup entendait sans doute le désir éperdu de celle-ci de fréquenter le grand monde, ce que le grand monde juge le plus sévèrement. Par les qualités du mari, sans doute quelque chose de celle que lui reconnaissait sa nièce quand elle le trouvait le mieux de la famille. Lui, du moins, ne se souciait pas de duchesse. Mais à vrai dire, c'est là une intelligence qui diffère autant de celle qui caractérise les penseurs
que l'intelligence reconnue par le public à tel homme riche d'avoir su faire sa fortune. Mais les paroles de Saint-Loup ne me déplaisaient pas en ce qu'elles rappelaient que la prétention avoisine la bêtise et que la simplicité a un goût un peu caché, mais agréable. Je n'avais pas eu, il est vrai, l'occasion de savourer celle de M. de Cambremer. Mais c'est justement ce qui fait qu'un être est tant d'êtres différents, selon les personnes qui le jugent, en dehors même des différences de jugement. De Cambremer, je n'avais connu que l'écorce, et sa saveur, qui m'était attestée par d'autres, m'était inconnue. Bloch nous quitta devant sa porte, débordant d'amertume contre Saint-Loup, lui disant qu'eux autres, beaux fils galonnés, paradant dans les états-majors, ne risquaient rien, et que lui, simple soldat de 2e classe, n'avait pas envie de se faire trouer la peau pour Guillaume. « Il paraît qu'il est gravement malade, l'empereur Guillaume, » répondit Saint-Loup. Bloch, qui, comme tous les gens qui tiennent de près à la bourse, accueillait avec une facilité particulière les nouvelles sensationnelles, ajouta, on dit même beaucoup, qu'il est mort. À la bourse, tout souverain malade, que ce soit Édouard VII ou Guillaume II, est mort. Toute ville sur le point d'être assiégée est prise. On ne le cache, ajouta Bloch, que pour ne pas déprimer l'opinion des Boches. Mais il est mort dans la nuit d'hier. Mon père le tient d'une source de tout premier ordre. Les sources de tout premier ordre étaient les seules dont tint compte M. Bloch le père, alors que par la chance qu'il avait, grâce à de hautes relations, d'être en communication avec elles, il en recevait la nouvelle encore secrète que l'extérieur allait monter ou la de Beers fléchir. D'ailleurs, si à ce moment précis se produisait une hausse sur la de Beers ou des offres sur l'extérieur, si le marché de la première était ferme et actif, celui de la seconde hésitant, faible, et qu'on s'y tint sur la réserve, la source de premier ordre n'en restait pas moins une source de premier ordre. Ainsi, Bloch nous annonça-t-il la mort du Kaiser d'un air mystérieux et important, mais aussi rageur. Il était surtout particulièrement exaspéré d'entendre Robert dire « l'empereur Guillaume ». Je crois que sous le couperet de la guillotine, Saint-Loup et M. de Guermantes n'auraient pas pu dire autrement. 2 hommes du monde, restant seuls vivants dans une île déserte, où ils n'auraient à faire preuve de bonne façon pour personne, se reconnaîtraient à ces traces d'éducation comme 2 latinistes citeraient correctement du Virgile. Saint-Loup n'eût jamais pu, même torturé par les Allemands, dire autrement que l'empereur Guillaume. Et ce savoir-vivre est malgré tout l'indice de grandes entraves pour l'esprit. Celui qui ne sait pas les rejeter reste un homme du monde. Cette élégante médiocrité est d'ailleurs délicieuse, surtout avec tout ce qui s'y allie de générosité cachée et d'héroïsme inexprimé. À côté de la vulgarité de Bloch, à la fois pleutre et fanfaron, qui criait à Saint-Loup « Tu ne pourrais pas dire Guillaume tout court. C'est ça, tu as la frousse. Déjà ici tu te mets à plat ventre devant lui. Ah, ça nous fera de beaux soldats à la frontière, ils lècheront les bottes des Boches. Vous êtes des galonnés qui savez parader dans un carrousel. Un point, c'est tout. » Ce pauvre Bloch veut absolument que je ne fasse que parader, me dit Saint-Loup en souriant, quand nous eûmes quitté notre camarade. Et je sentais bien que parader n'était pas du tout ce que désirait Robert. Bien que je ne me rendisse pas compte alors de ses intentions, aussi exactement que je le fis plus tard quand la cavalerie restant inactive, il obtint de servir comme officier d'infanterie, puis de chasseur à pied, et enfin quand vint la suite qu'on lira plus loin. Mais du patriotisme de Robert, Bloch ne se rendit pas compte,
simplement parce que Robert ne l'exprimait nullement. Si Bloch nous avait fait des professions de foi méchamment antimilitaristes une fois qu'il avait été reconnu bon, il avait eu préalablement les déclarations les plus chauvines quand il se croyait réformé pour myopie. Mais ces déclarations, Saint-Loup eût été incapable de les faire. D'abord par une espèce de délicatesse morale qui empêche d'exprimer les sentiments trop profonds et qu'on trouve tout naturels. Ma mère, autrefois, non seulement n'eût pas hésité une seconde à mourir pour ma grand-mère, mais aurait horriblement souffert si on l'avait empêchée de le faire. Néanmoins, il m'est impossible d'imaginer rétrospectivement dans sa bouche une phrase telle que « Je donnerai ma vie pour ma mère ». Aussi tacite était dans son amour de la France Robert qu'en ce moment je trouvais plus Saint-Loup, autant que je pouvais me représenter son père, que Guermantes. Il eût été préservé aussi d'exprimer ces sentiments-là par la qualité en quelque sorte morale de son intelligence. Il y a chez les travailleurs intelligents, et vraiment sérieux, une certaine aversion pour ceux qui mettent en littérature ce qu'ils font, le font valoir. Nous n'avions été ensemble ni au lycée, ni à la Sorbonne, mais nous avions séparément suivi certains cours des mêmes maîtres. Et je me rappelle le sourire de Saint-Loup en parlant de ceux qui, tout en faisant un cours remarquable, voulaient se faire passer pour des hommes de génie en donnant un nom ambitieux à leur théorie. Pour peu que nous en parlions, Robert riait de bon cœur. Naturellement, notre prédilection n'allait pas d'instinct au Cottard ou au Brichot. Mais enfin, nous avions une certaine considération pour les gens qui savaient à fond le grec ou la médecine et ne se croyaient pas autorisés pour cela à faire les charlatans. De même que toutes les actions de maman reposaient jadis sur le sentiment qu'elle eût donné sa vie pour sa mère, comme elle ne s'était jamais formulé ce sentiment à elle-même, en tout cas, elle eût trouvé non pas seulement inutile et ridicule, mais choquant et honteux de l'exprimer aux autres. De même, il m'était impossible d'imaginer Saint-Loup, me parlant de son équipement, des courses qu'il avait à faire, de nos chances de victoire, du peu de valeur de l'armée russe, de ce que ferait l'Angleterre, prononçant une des phrases les plus éloquentes que peut dire le ministre le plus sympathique aux députés debout et enthousiastes. Je ne peux cependant pas dire que dans ce côté négatif qui l'empêchait d'exprimer les beaux sentiments qu'il ressentait, il n'y avait pas un effet de l'esprit des Guermantes, comme on en a vu tant d'exemples chez Swann. Car si je le trouvais Saint-Loup surtout, il restait Guermantes aussi, et par là, parmi les nombreux mobiles qui excitaient son courage, il y en avait qui n'étaient pas les mêmes que ceux de ses amis de Doncières. Ces jeunes gens épris de leur métier avec qui j'avais dîné chaque soir et dont tant se firent tuer à la bataille de la Marne ou ailleurs en entraînant leurs hommes. Les jeunes socialistes qu'il pouvait y avoir à Doncières quand j'y étais, mais que je ne connaissais pas parce qu'ils ne fréquentaient pas le milieu de Saint-Loup, purent se rendre compte que les officiers de ce milieu n'étaient nullement des aristos, dans l'acception hautainement fière et bassement jouisseuse que le populo, les officiers sortis des rangs, les francs-maçons, donnaient à ce surnom. Et pareillement d'ailleurs, ce même patriotisme, les officiers nobles le rencontrèrent pleinement chez les socialistes, que je les avais entendus accuser, pendant que j'étais à Doncières, en pleine affaire Dreyfus, d'être des sans-patrie. Le patriotisme des militaires, aussi sincère, aussi profond, avait pris une forme définie qu'ils croyaient intangible et sur laquelle ils s'indignaient de voir jeter l'opprobre.
tandis que les patriotes, en quelque sorte inconscients, indépendants, sans religion patriotique définie, qu'étaient les radicaux socialistes, n'avaient pas su comprendre quelle réalité profonde vivait dans ce qu'ils croyaient de vaines et haineuses formules. Sans doute Saint-Loup, comme eux, s'était habitué à développer en lui, comme la partie la plus vraie de lui-même, la recherche et la conception des meilleures manœuvres en vue des plus grands succès stratégiques et tactiques, de sorte que, pour lui, comme pour eux, la vie de son corps était quelque chose de relativement peu important, qui pouvait être facilement sacrifié à cette partie intérieure, véritable noyau vital chez eux, autour duquel l'existence personnelle n'avait de valeur que comme un épiderme protecteur. Je parlais à Saint-Loup de son ami le directeur du Grand Hôtel de Balbec qui, paraît-il, avait prétendu qu'il y avait eu, au début de la guerre, dans certains régiments français, des défections, qu'il appelait des défectuosités, et avait accusé de les avoir provoquées ce qu'il appelait le militarisme prussien, disant d'ailleurs, en riant, à propos de son frère, « Il est dans les tranchées, ils sont à 30 mètres des Boches », jusqu'à ce qu'ayant appris qu'il l'était lui-même, on l'eût mis dans un camp de concentration. À propos de Balbec, te rappelles-tu l'ancien liftier de l'hôtel, me dit, en me quittant Saint-Loup, sur le ton de quelqu'un qui n'avait pas trop l'air de savoir qui c'était et qui comptait sur moi pour l'éclairer. Il s'engage et m'a écrit pour le faire entrer dans l'aviation. Sans doute. Le liftier était-il là de monter dans la cage captive de l'ascenseur, et les hauteurs de l'escalier du Grand Hôtel ne lui suffisaient plus. Il fallait prendre ses galons autrement que comme concierge, car notre destin n'est pas toujours ce que nous avions cru. Je vais sûrement appuyer sa demande, me dit Saint-Loup. Je le disais encore à Gilberte ce matin, jamais nous n'aurons assez d'avions. C'est avec cela qu'on verra ce que prépare l'adversaire. C'est cela qui lui enlèvera le bénéfice le plus grand d'une attaque, celui de la surprise. L'armée la meilleure sera peut-être celle qui aura les meilleurs yeux. Eh bien, et la pauvre Françoise, a-t-elle réussi à faire réformer son neveu? Mais Françoise, qui avait fait depuis longtemps tous ses efforts pour que son neveu fût réformé, et qui, quand on lui avait proposé une recommandation par la voie des Guermantes pour le général de Saint-Joseph, avait répondu d'un ton désespéré « Oh non, ça ne servira à rien. Il n'y a rien à faire avec ce vieux bonhomme-là. C'est tout ce qu'il y a de pis, il est patriotique. » Françoise, dès qu'il avait été question de la guerre, et quelque douleur qu'elle en éprouvât, trouvait qu'on ne devait pas abandonner les pauvres Russes puisqu'on était alliancés. Le maître d'hôtel, persuadé d'ailleurs que la guerre ne durerait que 10 jours et se terminerait par la victoire éclatante de la France, n'aurait pas osé, par peur d'être démenti par les événements, et n'aurait même pas eu assez d'imagination pour prédire une guerre longue et indécise. Mais cette victoire complète et immédiate, il tâchait au moins d'en extraire d'avance tout ce qui pourrait faire souffrir Françoise. Ça pourrait bien faire du vilain, parce qu'il paraît qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas marcher, des gars de 16 ans qui pleurent. Il tâchait aussi, pour la vexer, de lui dire des choses désagréables. C'est ce qu'il appelait lui jeter un pépin, lui lancer une apostrophe, lui envoyer un calembour. « De 16 ans, Vierge Marie, disait Françoise, et un instant méfiante. On disait pourtant qu'on ne les prenait qu'après 20 ans, c'est encore des enfants. Naturellement, les journaux ont ordre de ne pas dire cela. Du reste, c'est toute la jeunesse qui sera en avant. Il n'en reviendra pas lourd. D'un côté, ça fera du bon, une bonne saignée, là. C'est utile de temps en temps, ça fera marcher le commerce. Ah, dame,
S'il y a des gosses trop tendres qui ont une hésitation, on les fusille immédiatement, 12 balles dans la peau, vlan. D'un côté, il faut ça. Et puis, les officiers, qu'est-ce que ça peut leur faire? Ils touchent leur peseta, c'est tout ce qu'ils demandent. Françoise pâlissait tellement pendant chacune de ces conversations qu'on craignait que le maître d'hôtel ne la fît mourir d'une maladie de cœur. Elle ne perdait pas ses défauts pour cela. Quand une jeune fille venait me voir, si mal aux jambes qu'eut la vieille servante, m'arrivait-il de sortir un instant de ma chambre, je la voyais au haut d'une échelle, dans la penderie, en train, disait-elle, de chercher quelque paletot à moi pour voir si les mites ne s'y mettaient pas, en réalité pour nous écouter. Elle gardait, malgré toutes mes critiques, sa manière insidieuse de poser des questions d'une façon indirecte, pour laquelle elle avait utilisé depuis quelque temps un certain « parce que sans doute, n'osant pas me dire « est-ce que cette dame a un hôtel ?» Elle me disait, les yeux timidement levés comme ceux d'un bon chien, « parce que sans doute cette dame a un hôtel particulier », évitant l'interrogation flagrante, moins pour être polie que pour ne pas sembler curieuse. Enfin, comme les domestiques que nous aimons le plus, surtout s'ils ne nous rendent presque plus les services et les écarts de leur emploi, restent hélas des domestiques et marquent plus nettement les limites que nous voudrions effacer de leur caste au fur et à mesure qu'ils croient le plus pénétrer la nôtre. Françoise avait souvent à mon endroit, pour me piquer, eût dit le maître d'hôtel, de ces propos étranges qu'une personne du monde n'aurait pas, avec une joie aussi dissimulée mais aussi profonde que si c'eût été une maladie grave. Si j'avais chaud et que la sueur, je n'y prenais pas garde, perla à mon front. « Mais vous êtes en âge, me disait-elle, étonnée comme devant un phénomène étrange, souriant un peu avec le mépris que cause quelque chose d'indécent. Vous sortez, mais vous avez oublié de mettre votre cravate, prenant pourtant la voix préoccupée qui est chargée d'inquiéter quelqu'un sur son état. On aurait dit que moi seule, dans l'univers, avait jamais été en âge. Car dans son humilité, dans sa tendre admiration pour des êtres qui lui étaient infiniment inférieurs, elle adoptait leur vilain tour de langage. Sa fille s'étant plaint d'elle à moi et m'ayant dit, je ne sais de qui elle l'avait appris, elle a toujours quelque chose à dire, que je ferme mal les portes, et patati patali, et patata patala. Françoise crut sans doute que son incomplète éducation seule l'avait privée jusqu'ici de ce bel usage. Et sur ses lèvres, où j'avais vu fleurir jadis le français le plus pur, j'entendis plusieurs fois par jour « et patati patali, et patata patala ». Il est du reste curieux combien non seulement les expressions, mais les pensées varient peu chez une même personne. Le maître d'hôtel ayant pris l'habitude de déclarer que M. Poincaré était mal intentionné, pas pour l'argent, mais parce qu'il avait voulu absolument la guerre, il redisait cela 7 à 8 fois par jour devant le même auditoire habituel et toujours aussi intéressé. Pas un mot n'était modifié, pas un geste, une intonation. Bien que cela ne durât que 2 minutes, c'était invariable, comme une représentation. Ses fautes de français corrompaient le langage de Françoise tout autant que les fautes de sa fille. Elle ne dormait plus, ne mangeait plus, se faisait lire les communiqués auxquels elle ne comprenait rien par le maître d'hôtel qui n'y comprenait guère davantage et chez qui le désir de tourmenter Françoise était souvent dominé par une allégresse patriotique. Il disait avec un rire sympathique en parlant des Allemands « Ça doit chauffer. Notre vieux Joffre est en train de leur tirer des plans sur la comète. » Françoise ne comprenait pas trop de quelle comète il s'agissait, mais n'en sentait pas moins que cette phrase, faisant partie des aimables et originales extravagances
auquel une personne bien élevée doit répondre avec bonne humeur, par urbanité, et haussant gaiement les épaules d'un air de dire « il est bien toujours le même », elle tempérait ses larmes d'un sourire. Au moins, était-elle heureuse que son nouveau garçon boucher, qui malgré son métier était assez craintif, il avait cependant commencé dans les abattoirs, ne fût pas d'âge à partir, sans quoi elle eût été capable d'aller trouver le ministre de la guerre. Le maître d'hôtel n'eût pu imaginer que les communiqués ne fussent pas excellents et qu'on ne se rapprochât pas de Berland, puisqu'il lisait « Nous avons repoussé avec de fortes pertes pour l'ennemi, etc. » Action qu'il célébrait comme de nouvelles victoires. J'étais cependant effrayé de la rapidité avec laquelle le théâtre de ces victoires se rapprochait de Paris. Et je fus même étonné que le maître d'hôtel, ayant vu dans un communiqué qu'une action avait eu lieu près de Lens, n'eût pas été inquiet en voyant dans le journal du lendemain que ces suites avaient tourné à notre avantage à Jouy-le-Vicomte, dont nous tenions solidement les abords. Le maître d'hôtel savait, connaissait pourtant bien le nom Jouy-le-Vicomte, qui n'était pas tellement éloigné de Combray. Mais on lit les journaux comme on aime un bandeau sur les yeux. On ne cherche pas à comprendre les faits. On écoute les douces paroles du rédacteur en chef, comme on écoute les paroles de sa maîtresse. On est battu et content parce qu'on ne se croit pas battu, mais vainqueur. Je n'étais pas du reste demeuré longtemps à Paris et j'avais regagné assez vite ma maison de santé. Bien qu'en principe le docteur nous traitât par l'isolement, on m'y avait remis à 2 époques différentes une lettre de Gilberte et une lettre de Robert. Gilberte m'écrivait, c'était à peu près en septembre 1914, que quelque désir qu'elle eût de rester à Paris pour avoir plus facilement des nouvelles de Robert, les raids perpétuels de Tauber au-dessus de Paris lui avaient causé une telle épouvante, surtout pour sa petite fille, qu'elle s'était enfuie de Paris par le dernier train qui partait encore pour Combray, que le train n'était même pas allé à Combray, et que ce n'était que grâce à la charrette d'un paysan sur laquelle elle avait fait 10 heures d'un trajet atroce qu'elle avait pu gagner Tansonville. Et là, imaginez-vous ce qui attendait votre vieille amie, m'écrivait en finissant Gilberte. J'étais partie de Paris pour fuir les avions allemands, me figurant qu'à Tansonville je serais à l'abri de tout. Je n'y étais pas depuis 2 jours, que vous n'imaginerez jamais ce qui arrivait. Les Allemands, qui envahissaient la région après avoir battu nos troupes près de la Fère, et un état-major allemand suivi d'un régiment qui se présentait à la porte de Tansonville et que j'étais obligé d'héberger, et pas moyen de fuir, plus un train, rien. L'état-major allemand s'était-il bien conduit ou fallait-il voir dans la lettre de Gilbert un effet par contagion de l'esprit des Guermantes, lesquels étaient de souche bavaroise, apparentés à la plus haute aristocratie d'Allemagne, mais Gilberte ne tarissait pas sur la parfaite éducation de l'état-major et même des soldats qui lui avaient seulement demandé la permission de cueillir un des « ne m'oubliez pas » qui poussait auprès de l'étang. Bonne éducation qu'elle opposait à la violence désordonnée des fuyards français qui avaient traversé la propriété en saccageant tout avant l'arrivée des généraux allemands. En tout cas, si la lettre de Gilberte était par certains côtés imprégnée de l'esprit des Guermantes, d'autres diraient de l'internationalisme juif, ce qui n'aurait probablement pas été juste, comme on verra. La lettre que je reçus pas mal de mois plus tard de Robert était-elle beaucoup plus Saint-Loup que Guermantes, reflétant de plus toute la culture libérale qu'il avait acquise, et en somme entièrement sympathique. Malheureusement,
il ne me parlait pas de stratégie, comme dans ses conversations de doncière, et ne me disait pas dans quelle mesure il estimait que la guerre confirma ou infirma les principes qu'il m'avait alors exposés. Tout au plus me disait-il que depuis 1914 s'étaient en réalité succédé plusieurs guerres, les enseignements de chacune influant sur la conduite de la suivante, et par exemple la théorie de la percée avait été complétée par cette thèse qu'il fallait, avant de percer, bouleverser entièrement par l'artillerie le terrain occupé par l'adversaire. Mais ensuite, on avait constaté qu'au contraire, ce bouleversement rendait impossible l'avance de l'infanterie et de l'artillerie dans des terrains dont des milliers de trous d'obus avaient fait autant d'obstacles. La guerre, disait-il, n'échappe pas aux lois de notre vieille Hegel. Elle est en état de perpétuel devenir. C'était peu auprès de ce que j'aurais voulu savoir. Mais ce qui me fâchait davantage encore, c'est qu'il n'avait plus le droit de me citer de noms de généraux. Et d'ailleurs, par le peu que me disait le journal, ce n'étaient pas ceux dont j'étais à Doncières, si préoccupé de savoir lesquels montreraient le plus de valeur dans une guerre, qui conduisaient celle-ci. Jelin de Bourgogne, Gallifet, Négrier étaient morts. Pau avait quitté le service actif presque au début de la guerre. De Joffre, de Foch, de Castelnau, de Pétain, nous n'avions jamais parlé. « Mon petit, m'écrivait Robert, si tu voyais tout ce monde, surtout les gens du peuple, les ouvriers, les petits commerçants, qui ne se doutaient pas de ce qu'ils recélaient en eux d'héroïsme et seraient morts dans leur lit sans l'avoir soupçonné, courir sous les balles pour secourir un camarade, pour emporter un chef blessé et frapper eux-mêmes, sourire au moment où ils vont mourir parce que le médecin-chef leur apprend que la tranchée a été reprise aux Allemands. Je t'assure, mon cher petit, que cela donne une belle idée du français et que ça fait comprendre les époques historiques qui nous paraissaient un peu extraordinaires dans nos classes. L'époque est tellement belle que tu trouverais comme moi que les mots ne sont plus rien. Au contact d'une telle grandeur, le mot poilu est devenu pour moi quelque chose dont je ne sens pas plus s'il a pu contenir d'abord une allusion ou une plaisanterie que quand nous lisons chouan, par exemple. Mais je sais poilu, déjà prêt pour de grands poètes, comme les mots déluge ou Christ ou barbare qui étaient déjà pétris de grandeur avant que s'en fussent servis Hugo, Vigny ou les autres. Je dis que le peuple est ce qu'il y a de mieux, mais tout le monde est bien. Le pauvre Vaugoubert, le fils de l'ambassadeur, a été 7 fois blessé avant d'être tué, et chaque fois qu'il revenait d'une expédition sans avoir écopé, il avait l'air de s'excuser et de dire que ce n'était pas sa faute. C'était un être charmant. Nous nous étions liés, les pauvres parents ont eu la permission de venir à l'enterrement à condition de ne pas être en deuil et de rester 5 minutes à cause du bombardement. La mère, un grand cheval que tu connais peut-être, pouvait avoir beaucoup de chagrin. On ne distinguait rien. Mais le pauvre père était dans un tel état que je t'assure que moi, qui ai fini par devenir tout à fait insensible, à force de prendre l'habitude de voir la tête du camarade qui est en train de me parler subitement labourée par une torpille ou même détachée du tronc, je ne pouvais pas me contenir en voyant l'effondrement du pauvre Vaugoubert qui n'était plus qu'une espèce de loque. Le général avait beau lui dire que c'était pour la France que son fils était conduit en héros. Cela ne faisait que redoubler les sanglots du pauvre homme qui ne pouvait pas se détacher du corps de son fils. Enfin,
Et c'est pour cela qu'il faut se dire qu'ils ne passeront pas. Tous ces gens-là, comme mon pauvre valet de chambre, comme Vaugoubert, ont empêché les Allemands de passer. Tu trouves peut-être que nous n'avançons pas beaucoup, mais il ne faut pas raisonner. Une armée se sent victorieuse par une impression intime, comme un mourant se sent foutu. Or nous savons que nous aurons la victoire et nous la voulons pour dicter la paix juste. Je ne veux pas dire seulement pour nous, vraiment juste, juste pour les Français, juste pour les Allemands. De même que les héros d'un esprit médiocre et banal, écrivant des poèmes pendant leur convalescence, se plaçaient pour décrire la guerre, non au niveau des événements qui en eux-mêmes ne sont rien, mais de la banale esthétique dont ils avaient suivi les règles jusque-là, parlant, comme ils eussent fait 10 ans plus tôt, de la sanglante aurore, du vol frémissant de la victoire, etc. Saint-Loup, lui, beaucoup plus intelligent et artiste, restait intelligent et artiste, et notait avec goût pour moi des paysages pendant qu'il était immobilisé à la lisière d'une forêt marécageuse, mais comme si ça avait été pour une chasse au canard. Pour me faire comprendre certaines oppositions d'ombre et de lumière qui avaient été l'enchantement de sa matinée, il me citait certains tableaux que nous aimions l'un et l'autre, et ne craignait pas de faire allusion à une page de Romain Rolland, voire de Nietzsche, avec cette indépendance des gens du front qui n'avaient pas la même peur de prononcer un nom allemand que ceux de l'arrière, et même avec cette pointe de coquetterie à citer un ennemi que mettait par exemple le colonel du paty de Clam dans la salle des témoins de l'affaire Zola, à réciter en passant devant Pierre Quillard, poète dreyfusard de la plus extrême violence, et que d'ailleurs il ne connaissait pas, des vers de son drame symboliste, La fille aux mains coupées. Saint-Loup me parlait-il d'une mélodie de Schumann, il n'en donnait le titre qu'en allemand, et ne prenait aucune circonlocution pour me dire que quand à l'aube il avait entendu un premier gazouillement à la lisière d'une forêt, il avait été enivré comme lui avait parlé l'oiseau de ce sublime Siegfried, qu'il espérait bien entendre après la guerre. Et maintenant, à mon retour à Paris, j'avais reçu dès le lendemain de mon arrivée une nouvelle lettre de Gilberte, qui sans doute avait oublié celle, ou du moins le sens de celle que j'ai rapportée, car son départ de Paris à la fin de 1914 y était représenté rétrospectivement d'une manière assez différente. « Vous ne savez peut-être pas, mon cher ami, me disait-elle, que voilà bientôt 2 ans que je suis à Tonsonville. J'y suis arrivée en même temps que les Allemands. Tout le monde avait voulu m'empêcher de partir, on me traitait de folle. Comment, me disait-on, vous êtes en sûreté à Paris et vous partez pour ces régions envahies juste au moment où tout le monde cherche à s'en échapper. Je ne méconnaissais pas tout ce que ce raisonnement avait de juste. Mais que voulez-vous? Je n'ai qu'une seule qualité, je ne suis pas lâche, ou si vous aimez mieux, je suis fidèle. Et quand j'ai su mon cher Tonsonville menacé, je n'ai pas voulu que notre vieux régisseur restât seul à le défendre. Il m'a semblé que ma place était à ses côtés. Et c'est du reste grâce à cette résolution que j'ai pu sauver à peu près le château, quand tous les autres dans le voisinage, abandonnés par leurs propriétaires affolés, ont été presque tous détruits de fond en comble. Et non seulement le château, mais les précieuses collections auxquelles mon cher papa tenait tant. En un mot, Gilberte était persuadée maintenant qu'elle n'était pas allée à Tonsonville comme elle me l'avait écrit en 1914 pour fuir les Allemands et pour être à l'abri, mais au contraire pour les rencontrer et défendre contre eux son château. Il n'était pas resté à Tonsonville d'ailleurs,
Mais elle n'avait plus cessé d'avoir chez elle un va-et-vient constant de militaires qui dépassait de beaucoup celui qui tirait les larmes à Françoise dans la rue de Combray, et de mener, comme elle disait cette fois en toute vérité, la vie du front. Aussi parlait-on dans les journaux avec les plus grands éloges de son admirable conduite, et il était question de la décorer. La fin de sa lettre était entièrement exacte. Vous n'avez pas idée de ce que c'est que cette guerre, mon cher ami, et de l'importance qui prend une route, un pont, une hauteur. Que de fois j'ai pensé à vous aux promenades, grâce à vous rendues délicieuses que nous faisions ensemble dans tout ce pays aujourd'hui ravagé, alors que d'immenses combats se livrent pour la possession de tel chemin, de tel coteau que vous aimiez, où nous sommes allés si souvent ensemble. Probablement, vous comme moi, vous ne vous imaginiez pas que l'obscur Roussanville et l'assommant Méséglise, dont on nous portait nos lettres et où on était allé chercher le docteur quand vous avez été souffrant, seraient jamais des endroits célèbres. Eh bien, mon cher ami, ils sont à jamais entrés dans la gloire au même titre qu'Austerlitz ou Valmy. La bataille de Méséglise a duré plus de 8 mois. Les Allemands y ont perdu plus de 100 000 hommes. Ils ont détruit Méséglise, mais ils ne l'ont pas pris. Le petit chemin que vous aimiez tant, que nous appelions le Raidillon aux aubépines, et où vous prétendez que vous êtes tombé dans votre enfance amoureux de moi, alors que je vous assure en toute vérité que c'était moi qui étais amoureuse de vous. Je ne peux pas vous dire l'importance qu'il a prise. L'immense champ de blé auquel il aboutit, c'est la fameuse Côte 307, dont vous avez dû voir le nom revenir si souvent dans les communiqués. Les Français ont fait sauter le petit pont sur la Vivonne, qui, disiez-vous, ne vous rappelait pas votre enfance autant que vous l'auriez voulu. Les Allemands en ont jeté d'autres. Pendant 1 an et demi, ils ont eu une moitié de Combray et les Français l'autre moitié. Le lendemain du jour où j'avais reçu cette lettre, c'est-à-dire l'avant-veille de celui où, cheminant dans l'obscurité, j'entendais sonner le bruit de mes pas, tout en remâchant tous ces souvenirs, Saint-Loup, venu du front, sur le point d'y retourner, m'avait fait une visite de quelques secondes seulement, dont l'annonce seule m'avait violemment émue. Françoise avait d'abord voulu se précipiter sur lui, espérant qu'il pourrait faire réformer le timide garçon boucher dont, dans 1 an, la classe allait partir. Mais elle fut arrêtée elle-même en pensant à l'inutilité de cette démarche, car depuis longtemps, le timide tueur d'animaux avait changé de boucherie, et soit que la patronne craignît de perdre notre clientèle, soit qu'elle fût de bonne foi, elle avait déclaré à Françoise qu'elle ignorait où ce garçon, qui d'ailleurs ne ferait jamais un bon boucher, était employé. Françoise avait bien cherché partout, mais Paris est grand, les boucheries nombreuses, et elle avait eu beau entrer dans un grand nombre, elle n'avait pu retrouver le jeune homme timide et sanglant. Quand Saint-Loup était entré dans ma chambre, je l'avais approché avec ce sentiment de timidité, avec cette impression de surnaturel que donnaient au fond tous les permissionnaires, et qu'on éprouve quand on est introduit auprès d'une personne atteinte d'un mal mortel et qui cependant se lève, s'habille, se promène encore. Il avait surtout semblé au début, car pour qui n'avait pas vécu comme moi loin de Paris, l'habitude était venue qui retranche aux choses que nous avons vues plusieurs fois la racine d'impressions profondes et de pensées qui leur donnent leur sens réel. Il semblait presque qu'il y eût quelque chose de cruel dans ces permissions données aux combattants. Aux premières, on se disait « Ils ne voudront pas repartir, ils déserteront ». Et en effet, il ne venait pas seulement de lieux qui nous semblaient irréels, parce que nous n'en avions entendu parler que par les journaux et que nous ne pouvions nous figurer qu'on eût pris part
à ces combats titaniques et revenir seulement avec une contusion à l'épaule. C'étaient des rivages de la mort, vers lesquels ils allaient retourner, qu'ils venaient un instant parmi nous, incompréhensibles pour nous, nous remplissant de tendresse, d'effroi et d'un sentiment de mystère, comme ces morts que nous évoquons, qui nous apparaissent une seconde, que nous n'osons pas interroger et qui du reste pourraient tout au plus nous répondre « Vous ne pourriez pas vous figurer ». Car il est extraordinaire à quel point les rescapés du front que sont les permissionnaires parmi les vivants, ou chez les morts, qu'un médium hypnotise ou évoque, le seul effet d'un contact avec le mystère soit d'accroître, s'il est possible, l'insignifiance des propos. Tel j'abordais Robert, qui avait encore au front une cicatrice plus auguste et plus mystérieuse, pour moi, que l'empreinte laissée sur la terre par le pied d'un géant. Et je n'avais pas osé lui poser de questions. Et il ne m'avait dit que de simples paroles, et encore étaient-elles fort peu différentes de ce qu'elles eussent été avant la guerre, comme si les gens, malgré elles, continuaient à être ce qu'ils étaient. Le ton des entretiens était le même, la matière seule différait, et encore. Je crus comprendre que Robert avait trouvé aux armées des ressources qui lui avaient fait peu à peu oublier que Morel s'était aussi mal conduit avec lui qu'avec son oncle. Pourtant, il lui gardait une grande amitié et était pris de brusques désirs de le revoir qui l'ajournaient sans cesse. Je crus plus délicat envers Gilberte de ne pas indiquer à Robert que pour retrouver Morel, il n'avait qu'à aller chez madame Verdurin. Je dis avec humilité à Robert combien on sentait peu la guerre à Paris. Il me dit que même à Paris, c'était quelquefois assez inouï. Il faisait allusion à un raid de Zeppelin qu'il avait eu la veille, et il me demanda si j'avais bien vu. Mais comme il m'eût parlé autrefois de quelques spectacles d'une grande beauté esthétique. Encore, au front, comprend-on qu'il y ait une sorte de coquetterie à dire c'est merveilleux, quelle rose et ce vert pâle, au moment où on peut à tout instant être tué. Mais ceci n'existait pas chez Saint-Loup, à Paris, à propos d'un raid insignifiant. Je lui parlais de la beauté des avions qui montaient dans la nuit, et peut-être encore plus de ceux qui descendent, me dit-il. Je reconnais que c'est très beau le moment où ils montent, où ils vont faire constellation, et obéissant cela à des lois tout aussi précieuses que celles qui régissent les constellations. Car ce qui te semble un spectacle est le ralliement des escadrilles, les commandements qu'on leur donne, leur départ en chasse, etc. Mais est-ce que tu n'aimes pas mieux le moment où, définitivement assimilés aux étoiles, ils s'en détachent pour partir en chasse ou rentrer après la berloque, le moment où ils font apocalypse, même les étoiles ne gardant plus leur place. Et ces sirènes, était-ce assez wagnérien? Ce qui du reste était bien naturel pour saluer l'arrivée des Allemands. Ça faisait très hymne national, très Wart am Rhein, ou le Kronprinz et les princesses dans la loge impériale. C'était à se demander si c'était bien des aviateurs et pas plutôt des valkyries qui montaient. Il semblait avoir plaisir à cette assimilation des aviateurs et des valkyries et l'expliquait d'ailleurs par des raisons purement musicales. Dame, c'est que la musique des sirènes était d'une chevauchée. Il faut décidément l'arrivée des Allemands pour qu'on puisse entendre du Wagner à Paris. À certains points de vue, la comparaison n'était pas fausse. La ville semblait une masse informe et noire, qui tout d'un coup passait des profondeurs de la nuit dans la lumière et dans le ciel où un à un les aviateurs s'élevaient à l'appel déchirant des sirènes, cependant que d'un mouvement plus lent,
plus insidieux, plus alarmant, car ce regard faisait penser à l'objet invisible encore, et peut-être déjà proche qu'il cherchait. Les projecteurs se remuaient sans cesse, flairaient l'ennemi, le cernaient dans leur lumière jusqu'au moment où les avions aiguillés bondiraient en chasse pour le saisir. Et escadrille après escadrille, chaque aviateur s'élançait ainsi de la ville, transporté maintenant dans le ciel, pareil à une valkyrie. Pourtant, des coins de la terre, au ras des maisons, s'éclairaient. Et je dis à Saint-Loup que s'il avait été à la maison la veille, il aurait pu, tout en contemplant l'Apocalypse dans le ciel, voir sur la terre, comme dans l'enterrement du comte d'Orgaz du Gréco, où ces différents plans sont parallèles, un vrai vaudeville joué par des personnages en chemise de nuit, lesquels, à cause de leur nom célèbre, eussent mérité d'être envoyés à quelques successeurs de ce Ferrari dont les notes mondaines nous avaient si souvent amusés, Saint-Loup et moi, que nous nous amusions pour nous-mêmes à en inventer. Et c'est ce que nous aurions fait encore ce jour-là. Comme s'il n'y avait pas la guerre, bien que sur un sujet fort guerre, la peur des éplins, reconnue la duchesse de Guermantes, superbe en chemise de nuit, le duc de Guermantes, inénarrable en pyjama rose et peignoir de bain, etc., etc. Je suis sûr, me dit-il, que dans tous les grands hôtels, on a dû voir les juives américaines en chemise, serrant sur leur sein décati le collier de perles qui leur permettra d'épouser un duc décavé. L'hôtel Ritz, ces soirs-là, doit ressembler à l'hôtel du libre-échange.